Alors, je peux appeler trois collègues, Jacques Comin et Marc Vanouk, et Bélanger, à venir à mes côtés pour que je me sente moins seul. Si. Donc, j'ai vu Marc, j'ai vu Jacques, j'ai vu je déplace. Si vous voulez. Cher François, est-ce qu'on entend bien? Le livre que tu viens de recevoir comprend 28 contributions. Asseyez-vous, asseyez-vous, ne restez pas avec vous. Je n'ai pas l'habitude de faire court. Donc, le livre que tu viens de recevoir comprend 28 contributions, sans compter la postface qui résume admirablement ton œuvre grâce au dialogue serré que tu as pu entretenir avec le grand théoricien du droit espagnol Manuel Atienza. Ces 28 études, chacune inspirée par le titre d'un de tes propres ouvrages, ont été rédigées par des scientifiques accomplis qui sont aussi des amis. Nous aurions pu réunir beaucoup plus de contributeurs issus de plusieurs continents qui auraient d'ailleurs été très honorés de pouvoir te rendre hommage, mais tu n'as pas voulu étendre le cercle de nos invités au-delà des collègues d'ici et d'ailleurs avec qui tu entretiens les relations les plus régulières et les plus amicales. Ce livre, tout comme les 2 journées que nous allons vivre en ta compagnie, c'est le cadeau de ces contributeurs qui sont tout à la joie de te les offrir. Mais je veux souligner la part prépondérante prise par l'un d'entre eux dans la conception et la réalisation de cet ouvrage et de ces journées. Je veux évidemment parler d'Yves Cardevez. Yves présidera la session de demain matin. Il aurait d'autant plus dû intervenir après notre recteur pour te présenter le magnum opus que tu viens de recevoir, qu'il en a rédigé la superbe introduction. Mais il va penser qu'un vice-recteur à la recherche devait succéder au recteur à cette tribune. Et comme il se fait que ce vice-recteur est aussi un de tes plus proches et fidèles compagnons, j'ai accepté très volontiers la mission impartie, mais ce n'est pas sans s'adresser ce coup de chapeau très reconnaissant à lui. L'ouvrage, tout comme ce colloque, porte un titre merveilleux. Tu l'as trouvé, mais tu l'avais peut-être déjà médité, lors d'une discussion liminaire que nous avions eue avec toi, le droit malgré tout. Il résume à lui seul tout ton trajet. Je me souviens comme si c'était hier de ta défense de thèse devant un jury dont l'un ou l'autre membre avait dû faire semblant de vous comprendre. Jacques Lenoble, ici présent, toi, vous l'aviez en effet écrite tous deux. C'était le temps de la critique, de la déconstruction. Il s'agissait de dénoncer la structure dogmatique de l'imaginaire juridique, avec tous ces effets pervers de raréfaction des solutions juridiques novatrices et progressistes auxquelles vous pensiez. Jacques Lenoble y reviendra demain matin. À l'autre bout du parcours, tu écris le très exigeant ouvrage « À quoi sert le droit ? Usage, fonction et finalité ». Et la réponse n'est pas « le droit est et reste un instrument de mystification ». Voilà, pardonne-moi pour cette lecture un peu schématique, mais c'est bien dans ce double mouvement, dans cette dialectique entre le pôle de la critique et celui de la reconstruction, que se trouve une bonne part de ce qui fait la force et la fécondité de ton regard sur le droit. Donc le droit, malgré tout, le droit au service de la justice et de l'équité, oui, mais le droit en connaissance de cause, compte tenu de ses limites, de ses instrumentalisations par des pouvoirs, par des individus, et de ces dérives possibles vers le trop de droit ou vers le trop peu de droit. Tu as avec tes ouvrages et tes articles, tous écrits dans un style parfaitement accessible à l'intellectuel de bonne volonté, des instruments extrêmement précieux pour penser le droit à la lumière des sciences sociales et inversement pour penser les normativités extra-juridiques à la lumière du droit. François Host, passeur de frontières, penseur de l'entre-deux, c'est le titre parfait de l'introduction que Yves a rédigée pour toi et pour tous tes lecteurs. Notre ouvrage se subdivise en 6 chapitres. Nos journées, elles, vont se subdiviser en 5 sections.
épistémologie, droit et littérature aujourd'hui, et demain, symbolique et droit, fondement et avenir du droit de la justice, du droit et de la justice, et enfin nature et droit. Les 15 auteurs que nous avons sélectionnés parmi les 28 contributeurs pour ces 2 journées sont de grands amis de la maison, mais à 4 exceptions près, ils sont tous étrangers à la faculté de droit de notre université. Cette décision, nous l'avons prise en signe d'hospitalité pour ces éminents collègues, bien sûr, et aussi pour témoigner du rayonnement et de la réputation internationale dont ils bénéficient. Les plus jeunes collègues de la maison reviendront d'offrir un joli bouquet de présentation de leur contribution à la fin du mois de janvier prochain, même si déjà Antoine Bagneux, Jérémy Van Merwijk et Yann Bernard, qui incarnent cette jeune génération, présideront une séance chacun tout à l'heure et demain. Quant à nous, les vieux collègues comme Yves et moi, et plusieurs autres, qui avons aussi pris la plume de rendre hommage, nous nous effaçons pour laisser toute la lumière sur ces collègues étrangers, que je remercie très vivement pour leur présence à nos côtés, ainsi que sur la nouvelle génération qui prend admirablement le relais. Vous l'aurez donc bien compris, ce n'est pas par indifférence à l'égard de notre ami François que nous passons nos propres contributions sous silence, mais bien l'inverse, pour fêter le plus dignement et le plus adéquatement possible, dans les limites de temps raisonnables, sa carrière et son œuvre hors du commun. Avant de présenter le premier de nos orateurs, Jacques Comyn, 3 mots encore. D'abord pour dire que François est en pleine activité et qu'il faudra sans doute organiser un nouveau colloque dans 20 ans pour mesurer la suite du parcours qui sera aussi passionnant et stimulant que celui que nous jalonnons à présent, et ce pour un public de lecteurs toujours plus vaste qu'aficionados, un public qui va bien au-delà des sphères juridiques, puisque vous le savez tous, François est aussi un auteur de pièces de théâtre qui attire de plus en plus l'attention. J'attends en outre de toi, cher François, avec une grande impatience, un ouvrage de facture quelque peu théologique, en tout cas plus théologique que l'étude, excellente comme toujours, faite avec Michel van der Kerkhof sur Dieu dans la théorie du droit de Hans Kelsen. Je tiens ensuite à exprimer à titre plus personnel, non seulement mon admiration pour les initiatives et le parcours de François Roche pour ce double métier d'entrepreneur institutionnel et d'entrepreneur scientifique, mais aussi la dette de reconnaissance que j'ai pour l'ami François. Cette sorte de grand frère, très éloigné, comme s'il y avait 10 ans entre nos âges respectifs, alors qu'il n'y en a que 3, mais grand frère quand même, sur le plan intellectuel et institutionnel. Cher François, tu m'as en effet accompagné tout au long de ma route dans cette université Saint-Louis que nous aimons tant, avec une bienveillance sans faille, et ton œuvre majeure avec Michel van der Kerkhof n'a pas cessé d'inspirer, de stimuler mes propres travaux ou mon plus grand bien. J'ai la faiblesse de le croire. Un immense merci à toi. Tu sais que j'aime parfois prendre des risques. Je me permets donc d'ajouter, à l'intention de ceux qui t'admirent, mais dont tu connaisses guère, un dernier trait plus risqué. Je vois Martine qui fronce les sourcils. Sachez bien, chers amis, si impressionnés par l'envergure de notre grand homme, que derrière la statue du commandeur se cache une personnalité qui n'est pas dénuée de fragilité. J'espère que tu ne m'en voudras pas pour cette franchise qui est mon premier défaut, mais c'est cela précisément que je trouve le plus exemplaire. Pour la façon dont tu as construit ta vie, avec Martine, que je tiens tout spécialement à mentionner dans cet éloge. Martine, le présent du présent, dis-tu d'elle en exergue de ton livre sur le temps et le droit, que serais-tu sans elle? Pour cette façon dont tu construis ta vie, avec à la fois une force, une productivité, une créativité, une éthique de l'engagement et une fidélité hors du commun, mais heureusement aussi avec cette fragilité intérieure et cette sensibilité extrême qui contribue de manière décisive à ton humanité. Pour cela, vraiment, chapeau bas et merci. Et je ne peux pas ne pas associer ces qualités si exceptionnelles de compétence et d'humanité à celles de Michel van der Kerkhof. Vous avez formé un tandem fantastique, uni par les mêmes valeurs et la même passion pour l'exploration des fondements, des structures et des limites du phénomène juridique, et ce, dans une faculté de droit apte à relever, grâce à vous et grâce à vos successeurs, les défis majeurs de notre temps, notamment par ces initiatives pédagogiques, démocratiques, je pense à la fondation des programmes Auret Décalé,
et linguistique. Vous avez réussi à attirer ainsi autour de vous des personnalités qui sont nombreuses à penser comme moi que cette faculté est décidément un lieu que l'on ne voudrait quitter aucun prix. Cher Jacques, je me tourne enfin vers toi. Faut-il présenter Jacques Commin? Je parlais d'amis de la maison, tu en fais partie depuis bien longtemps, puisque tu as même donné un cours de sociologie en première candidature à la faculté de droit pendant quelques années. Et je me souviens d'avoir suivi avec bonheur ton cours de sociologie du droit dans le cadre de l'Académie européenne de théorie du droit, fondée par François Host et Marc Fanout, qui nous fait aussi le grand plaisir d'être parmi nous cet après-midi. Si vous lisez une thèse de doctorat intelligente en droit, en France, en Belgique, en Suisse ou au Québec, vous avez 90% de chances de trouver des références décisives aux travaux de Jacques Commin, outre Michel Balaguer-Gros et François Host, bien sûr. Si vous ne trouvez pas de traces de ces auteurs, il y a lieu de s'inquiéter. Jacques Commin est professeur des universités émérites à l'École normale supérieure de Cachan, chercheur à l'Institut des sciences sociales du politique. Ses travaux portent principalement sur la place du droit et de la justice dans la régulation sociale et politique des sociétés. Il est rédacteur en chef, tu ne l'es plus tout à fait, pour moi tu le seras toujours, de la revue Droit et Société et co-directeur des collections d'ouvrages Droit et Société. Et j'ai l'énorme plaisir de t'y retrouver régulièrement. Il est un des acteurs de la politique de développement en France des sciences humaines et sociales, des maisons des sciences de l'homme et des instituts d'études avancées. Il est docteur honoris causa de l'Université libre de Bruxelles, dont je salue quelques représentants ici, et il a obtenu en 2014 le Stanton Willier Mentorship Award de la Law and Society Association. Et dans ses livres, je pointe notamment l'esprit sociologique des lois, des ouvrages collectifs qu'il a dirigés de maintenir la fonction politique de la justice, la politique de la famille, la juridicisation du politique, et tout récemment un titre « À quoi nous sert le droit ?» un peu concurrent du titre de François, mais Jacques Catouffy. Voilà, tu as la parole. L'invitation à intervenir dans ces journées a pour moi un sens très fort, grâce notamment à la bienveillance de Michel van de Kerkhoff, de notre regretté ami Michel van de Kerkhoff, et grâce à la bienveillance de François Host. J'ai eu le privilège, en effet, comme tu viens de le rappeler, d'assurer pendant de nombreuses années ici des activités d'enseignement et de pouvoir développer aussi une certaine conception, de la sociologie générale, des sciences sociales, de la sociologie du droit, en bénéficiant généreusement d'un esprit de tolérance. Et c'est cet esprit de tolérance qui inspire ce qui est pour moi la marque de cette maison. Un intérêt qui ne s'est jamais démenti pour la pluridisciplinarité, pour l'interdisciplinarité, comme on vient de le rappeler, et dont François Host est précisément un des principaux acteurs. Donc mon intervention, je reprends le titre de ma contribution à l'ouvrage d'hommage à François, à quoi sert la connaissance sur le droit pour une nouvelle interdisciplinarité, porte précisément sur ce thème, qui est l'objet de cette séance. Et ce thème a retrouvé chez moi une forte actualité à la suite de la publication de l'ouvrage de François Host. À quoi sert le droit? En effet, portant presque le même titre que mon propre ouvrage, sorti quelques mois auparavant, il me semblait que je ne pouvais plus, que nous ne pouvions plus esquiver la question fondamentale que Hugues pose aussi régulièrement dans nos cénacles, la question fondamentale de ce qui pouvait distinguer, à partir d'une même question sur le droit, une analyse de théorie du droit d'un côté, d'une analyse de sciences sociales, sociologie et sciences politiques de l'autre,
et quels pouvaient être donc aussi les points de convergence ou les potentialités d'une véritable interdisciplinarité. Ce questionnement étant particulièrement motivé par une forte estime portée à l'œuvre de François Host et par une longue amitié qui nous lie. C'est une situation inédite dont notre collègue Jean-Guy Bellet avait pressenti toute la saveur avec beaucoup d'humour. La sortie de nos deux ouvrages, celui de François Host et le mien, a en effet suscité entre ce collègue et moi une longue correspondance dont l'extrait suivant témoigne de l'enjeu auquel François Host et moi étions confrontés sans l'avoir voulu ou sans l'avoir prévu. Je cite Jean-Guy Bellet, « Je ne vois pas comment on pourrait vraiment se rencontrer dans une nouvelle interdisciplinarité l'idéalisme philosophique des valeurs transcendantes et le réalisme sociologique des faits expliqués ou compris. » Et Jean-Guy Bellet ajoute, « Il faudra compter sur l'amitié pour réunir dans l'action les partenaires que la vision de connaissance sépare. » Et il terminait son message par « à suivre, point d'interrogation ». Et nous avons, François et moi, donc pris au mot Jean-Guy Bellet, et c'est notamment le sens de mon intervention aussi d'aujourd'hui, visant à approfondir le projet d'une interdisciplinarité entre théorie du droit et sciences sociales sur le droit. Je le ferai en 3 points, traités de façon concise, Monsieur le Président. Premier point, ce que j'oserais appeler, mais pour susciter le débat, l'obsolescence d'un régime de connaissances moderne, entre guillemets, sur le droit. Deuxième point, l'inadéquation de ce régime de connaissances moderne avec les mutations des sociétés. Et troisième point, donc, l'exigence, ce qui serait l'exigence d'un nouveau régime de connaissances sur le droit. Premier point, l'obsolescence donc d'un régime de connaissances moderne, entre guillemets, sur le droit. Je me suis retourné récemment dans des analyses de Jean-Claude Passeron, du sociologue Jean-Claude Passeron, sur l'évolution de la sociologie. Il notait un processus, je cite, un processus de fragmentation croissante des corpus, des méthodes et des théories qui a accompagné la spécialisation des recherches dans des disciplines de plus en plus pointues. Et il invitait les disciplines de sciences sociales à ne plus se déprendre d'ambitions, des ambitions universalisantes, ce qu'il appelle les ambitions universalisantes. Et il me semble que la sociologie du droit et son évolution dans les dernières décennies est une illustration de cette trajectoire de la connaissance, que j'appellerais cette trajectoire de la connaissance. Notamment quand elle n'est plus devenue qu'une sorte d'ingénierie sociale au service du droit, ce qui, de mon point de vue, constitue effectivement en rien une interdisciplinarité. Du côté d'une certaine théorie du droit, là, s'est développée une conception selon laquelle il conviendrait d'imposer la référence, entre guillemets et avec une majuscule la référence, aux sociétés, dans le cadre d'un dogmatisme juridique, ou plutôt d'une dogmatique anthropologique au service de la constitution d'un empire de la vérité, entre guillemets. Comme le dit Michel Sinapi dans le cadre du Collège international de philosophie, je cite, « Il ne s'agit pas d'une vérité qui se constate ou de la vérité en adéquation entre la pensée et la chose, mais d'une vérité qui se déclare. Position axiomatique de la règle, énonciation de la loi par celui qui est légitimé à le dire ou qui s'auto-légitime à le dire en tant qu'il occupe une certaine place, celle de l'autorité, vérité absolutiste de l'ordre dogmatique. » Dans ce processus scientifique, donc, qui, de mon point de vue, relève plus de la croyance que de la connaissance, d'un ordre de véridiction de principe, plutôt que d'une véridiction empirique, d'un principe d'autorité plutôt que d'un principe de connaissance fondé sur l'empirique,
l'interdisciplinarité me paraît là extrêmement difficile à mettre en œuvre. Et il est très caractéristique que ce courant, cette tendance, je dirais, de la théorie des droits, a une propension à disqualifier les sciences sociales comme tout savoir qui risquerait d'imposer la prise en compte de ce qui viendrait de la société comme source du droit. J'en viens à mon deuxième point, donc l'inadéquation de ce régime de connaissances moderne, entre guillemets, avec les mutations des sociétés. Outre de rendre difficile ou impossible donc l'idée d'interdisciplinarité, ce régime de connaissances moderne, entre guillemets, ne peut plus fonctionner. Je n'ai pas le temps ici de dresser un tableau de ces mutations des sociétés auxquelles je me réfère. J'ai tenté de rendre compte de certaines de ces mutations en adoptant une grille d'analyse spatio-temporelle, laquelle permet notamment de mettre en valeur un bouleversement des territoires du droit dans le cadre de la globalisation, un bouleversement de la temporalité du droit confronté à la pression d'un changement de temporalité d'origine culturelle, le présentisme, d'origine économique, le pouvoir des opérateurs économiques dans le cadre de la globalisation, d'origine politique, le marketing politique. À noter là aussi que ces bouleversements ont des effets sur la connaissance elle-même, comme l'illustre notamment un auteur comme Boaventura de Sousa Santos, préconisant une rupture avec, considère-t-il, des savoirs dominés par l'occidentalocentrisme et préconisant donc la prise en compte de ce qu'il appelle des épistémologies du Sud. Mais donc sans développer ces mutations sur ces mutations des sociétés, je soulignerai ici trois aspects qui constituent autant d'effets de ces mutations. Une crise de croyance dans le droit, comme référence avec un R majuscule, qui participe d'une crise de croyance de la politique, dont il résulte d'ailleurs un problème de légitimité du politique lui-même. Une remise en question du modèle de régulation top-down, lié en partie à l'avènement d'un individualisme que j'appellerais actif ou positif, qui fait des citoyens non plus seulement des sujets de droit, mais potentiellement des acteurs du droit. Et rien n'illustrerait mieux ce changement qu'une évolution des savoirs eux-mêmes sur le droit. Il y a ainsi une redécouverte des courants, certains inscrits d'ailleurs dans les traditions de la pensée juridique, qui, comme le souligne superbement Simona Cerruti, illustre ce qui serait un changement de paradigme. Je cite, il s'agit là d'un changement important par rapport à un paradigme dominant jusqu'à des temps très récents, qui envisageait les rapports entre normes et comportements sur le mode de l'imposition, de l'exécution ou de la déviance. Des réponses sociales aux impositions normatives, l'accent se déplace sur les compétences juridiques des acteurs sociaux. Un changement de paradigme qui comporte une dimension politique, car comme le dit encore Simona Cerruti, il s'agit d'un enjeu de citoyenneté, lié, dit-elle, à l'inscription des sujets sociaux dans un tissu de relations qui peut permettre de remplir un contrat social et ainsi de jouir des droits qui sont inscrits dans une action commune plutôt que dans le partage d'un statut commun. Ce que révèle finalement ce changement de paradigme sur l'économie de la légalité, c'est l'importance des enjeux politiques. Et c'est à partir de ce constat que, de mon point de vue, s'impose l'idée de l'exigence d'un nouveau régime de connaissance. Dans Droit et démocratie, Jürgen Habermas considérait que la légitimité démocratique, je cite, ne se construit que dans la mesure où le cercle des personnes qui participent aux décisions recoupe ceux qui en subissent les conséquences. Ceci suivant le principe d'autorégulation par les citoyens qui requiert en effet que ceux qui sont soumis en tant que destinataires se pensent aussi en tant qu'auteurs du droit. C'est bien le souci qu'exprime John Dewey quand il conçoit le dépassement des formes de démocratie représentative par la mise à disposition des citoyens, je cite, d'un certain nombre de ressources, de biens, de méthodes, de formations, d'équipements,
les dotant de pouvoir de produire eux-mêmes les connaissances grâce auxquelles ils pourraient agir sur les situations qui les troublent, qui les font souffrir, qui produisent de l'exclusion ou de la détresse. Finalement, il s'agit, comme le considère Axel Honneth dans Critique du pouvoir, de rompre avec l'exclusivité d'une vision unilatérale du pouvoir, s'exerçant uniquement du haut vers le bas. Un nouveau régime de connaissances sur le droit, donc, ce serait conjointement pour la théorie du droit et les sciences sociales. C'était d'ailleurs le sens de mon nous, mon titre, à quoi nous sert le droit. Le nous n'étant pas les sociologues, comme parfois il a été dit, mais ayant pour objectif précisément de réintroduire les citoyens dans la formulation des finalités du droit. Donc ce serait conjointement, pour la théorie du droit et les sciences sociales sur le droit, de revenir sur le couple weberien au fondement du type de domination légitime, légale, rationnelle. La prise en considération du rapport actif nécessaire des citoyens au droit impose ainsi, de mon point de vue, une redéfinition des conditions de production de la légalité et de ses mises en œuvre. Une nouvelle conception des procédures visant à produire et à faire vivre la légalité. C'est une légalité qui n'est pas celle uniquement des droits, entre guillemets, mais aussi celle du droit avec un D majuscule. Et l'enjeu est celui d'une hybridation, d'un métissage entre la production de la référence et de sa dimension symbolique et la production de droit d'en bas, soit une hybridation et un métissage incluant l'implication des citoyens, ainsi que le suggère par exemple Mireille Delmas-Marty dans les forces imaginaires du droit, quand elle parle de la nécessité, je cite, de refonder l'ensemble des pouvoirs et d'organiser la participation de tous les acteurs. La question donc en conclusion, je dirais, qui me semble devoir être posée, c'est celle de l'avènement d'un régime de connaissances sur le droit en phase avec un nouveau régime de régulation sociale, juridique et politique des sociétés contemporaines. Donc l'avènement de ce qu'on pourrait appeler, en reprenant le terme de Thomas Kuhn, l'avènement d'une science extraordinaire en lieu et place d'une science normale. Un tel avènement, de mon point de vue, suppose de penser l'interdisciplinarité comme un dépassement d'une sorte de division du travail où chacun emprunte partiellement au travail de l'autre et où la collaboration s'établit à partir de l'élaboration d'un registre commun sur le traitement des questions fondamentales. Donc, et là aussi, d'un dépassement de ce couple d'opposition où droit et sociologie sont considérés comme des disciplines fondées sur deux approches et épistémées a priori inconciliables, comme l'a souligné par exemple Reza Banakar. La théorie du droit, les études socio-juridiques adopteraient plus volontiers une perspective top-down, les sociologues adopteraient plus volontiers une perspective bottom-up, où le droit est conçu comme immergé dans la réalité sociale. On l'aura compris, mon intervention n'est pas seulement un hommage à ce qui serait une œuvre déjà accomplie, mais je porte l'attention à ce que cette œuvre représente potentiellement. Et donc mon propos est aussi une invitation qui est faite de continuer de se projeter dans l'avenir, parce que la recherche sur le droit, on a besoin, et ce qui est pour moi aussi une façon de rendre hommage à Françoise. Je vous remercie.